tous, nous sommes heureux de vous accueillir donc, pour cette conférence sur thème et enjeux du numérique dans la société et à l'école. Donc nous avons 3 intervenants, je vais le faire dans l'ordre. Donc nous avons Madame Trétola, Jessica Trétola, qui est maître de conférence à l'INSPE. Nous avons Mathilde Favier, qui est chef du projet empirique, qu'elle présentera ou Jean... Oui. Et puis donc Patrice Lesné, qui est directeur adjoint à l'INSPE. Donc en fait, il est prévu une interaction, donc vous pourrez poser des questions à partir d'une tablette ou d'un téléphone, notez-la en vous rendant sur cette adresse-là. Donc ce que nous ferons, c'est d'abord écouter les conférenciers, hein, et puis après, donc j'essaierai de synthétiser les questions pour que vous ayez un retour. Voilà. Je laisse la parole au premier intervenant. Bonjour, merci. C'est un honneur de m'exprimer devant vous. Nous sommes très heureux avec mes collègues de l'INSPE de pouvoir participer à cette journée. Donc le plan de la présentation est le suivant, en 4 temps. Une première introduction sur les enjeux de société du numérique, sociétaux du numérique, pardon. Une deuxième partie un peu plus conséquente sur le numérique éducatif, bilan et perspective. Donc là, il s'agira de regarder un peu les questions du numérique éducatif d'un point de vue de la recherche. Donc il y aura une partie interactive à ce moment-là, on vous questionnera. Puis une troisième partie liée vraiment à la description de la formation des enseignants à l'INSPE, de l'articulation recherche-formation-terrain. Et c'est à l'issue de cette présentation que Mathilde interviendra pour vous présenter le projet empirique. Et puis nous conclurons notre propos. Alors, les enjeux sociétaux du numérique. Je crois que ça a été dit ce matin à plusieurs reprises. Plus que jamais, il est impératif que l'ensemble de la population dispose des connaissances minimales en littératie numérique. Je vais expliquer ça plus avant. Tout ça pour devenir acteur économique, usager, citoyen. Donc il convient d'agir dès le plus jeune âge afin de développer la culture numérique. D'autant que les transformations que cela suppose imposeront une évolution quasi permanente des compétences et des métiers. Les individus devront développer des capacités d'apprentissage, d'adaptation, de création, d'inventivité, et ce, tout au long de la vie. Alors, le 21e siècle est bien le siècle de la communication, avec la naissance d'Internet et des outils de communication de plus en plus mobiles et interactifs. Il est amusant de constater que cela s'accompagne de craintes, les mêmes finalement que pouvait avoir Socrate lorsqu'il est arrivé l'écriture. Socrate craignait que nous n'ayons plus besoin de mémoriser les informations. Ou alors au XVe siècle, avec l'apparition de l'imprimerie, les deux se sont trompés parce que ça a été de formidables accélérateurs de connaissances. Donc la société de l'économie repose sur le numérique et les citoyennes et les citoyens ont besoin de savoir se servir à bon escient du numérique. Du coup, cela pose des questions, et ce sont ces questions-là que nous allons traiter dans cette présentation. Comment se transforme le métier d'enseignant? Quels sont les apports pour l'enseignant et pour les élèves? Quelles compétences sont mises en œuvre? Et que dit la recherche? Alors, je vais revenir sur le terme littératie et littératie numérique. Donc, la littératie peut se définir de la manière suivante: aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, etc., en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. La littératie numérique désigne finalement une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie, des communications numériques, dans les milieux du travail, etc., dans les foyers, dans les loisirs. Finalement, la littératie numérique, c'est, je dirais, tout d'abord un accès qui doit être rendu possible. Donc c'est d'abord une condition d'accès, et 3 compétences: utiliser le numérique, comprendre et créer. Ça peut être aussi caractérisé par d'autres enjeux éthiques et de santé publique. Par exemple, la confidentialité et la sécurité. Ça désigne, par exemple, ce que l'on a le droit ou non de mettre en ligne. La construction et la gestion de l'identité numérique. Par exemple, ce qu'on met en ligne, on le sait bien, ne nous appartient plus vraiment. Les questions de santé et d'environnement. On sait, de nombreuses études montrent que
le numérique peut occasionner de la fatigue, de la surcharge cognitive, et aussi, on le verra plus loin, le numérique peut avoir un impact écologique. Enfin, concernant les pratiques numériques inclusives, le handicap, la nécessité de communiquer à bon escient, donc tout ça, ce sont des enjeux sociétaux liés au numérique. Alors, nous allons rentrer dans la deuxième partie, dans laquelle on va regarder un petit peu ce que dit la recherche sur ces questions-là. En préambule, je rappellerai très rapidement, la distinction que l'on peut faire entre informatique, numérique et digital. L'informatique, c'est à la fois une science et une technique. L'informatique est composée de 3 composantes. Une composante matérielle, une composante logicielle et une composante d'infrastructure, de réseau. Digital et numérique, c'est un peu synonyme. Digital, c'est le terme anglo-saxon finalement qui désigne le numérique. Le numérique vient du mot latin numerus, le nombre, la multitude, et signifie représentation par nombre. Digital vient du latin digitus et signifie le doigt. En anglais, digit, ça désigne des nombres, des chiffres de 0 à 9. Donc de nos jours, le numérique est considéré comme synonyme de digital en anglais et représente l'évolution conjointe des 3 composantes de l'informatique qui a conduit à une démocratisation de l'usage du numérique. La valeur ajoutée du numérique sur les apprentissages, c'est notre question, c'est ce qui est au cœur de nos recherches et sur lequel on s'appuie. Donc en préambule, j'aimerais rappeler le rapport du UNESCO, établi par André Tricot en 2020. Son constat quand même est assez nuancé. Il nous dit que les méta-analyses mettent en évidence des effets globaux du numérique, le plus souvent positifs mais modestes, qui masquent de très grandes variations des résultats. Ce qui veut dire que souvent, les outils ne suffisent pas à eux seuls à mécaniquement améliorer les apprentissages de façon notable. Donc l'efficacité du numérique, c'est très variable, ça dépend d'énormément de variables, et attribuer à des outils une efficacité, ça mérite quand même de regarder la question de plus près. Alors je vais passer la parole à ma collègue, Jessica, qui va donc vous proposer de réagir à un certain nombre de questions. La parole est à toi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Et donc, je vais me permettre de vous faire participer avec des questions. Donc, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions et puis ensuite on essaiera de voir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est des questions très simples sur le numérique et vous allez émettre un avis en disant vrai ou faux. Alors pour y participer, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé WooClap, pardon. Vous pouvez soit scanner le QR code si vous avez une application pour le faire. Sinon, vous pouvez vous connecter avec l'adresse qui est donnée, www.wooclap.com cptoac, ou alors envoyer par SMS votre réponse. Donc je vous laisse un petit temps pour vous connecter et ensuite je commencerai à poser les questions. Est-ce que tout le monde est connecté? Ah, je laisse encore un petit peu de temps. Et maintenant, on va essayer. Alors, première question. Alors, qu'est-ce que c'est? Première question. Les personnes nées après l'apparition du numérique dans les années fin 80, années 90, savent mieux se servir du numérique que celles nées avant cette apparition. Ah.
Je pensais que ça allait être plus tranché, mais pourquoi pas. Si tout le monde a voté, on va dire que pour cette question, la réponse pour vous est vraie. On la consigne et nous verrons par la suite si c'est le cas. Alors attention, deuxième question. Le numérique change profondément la pédagogie des enseignants et facilite les apprentissages scolaires. On va considérer que votre réponse est vraie également. Une autre petite question. Le numérique ne peut pas remplacer l'enseignant. Alors bon, là d'un coup... Alors là, on va considérer que la réponse est vraie pour vous. L'utilisation du numérique est écologique. Bon, là, j'ai l'impression que c'est pratiquement unanimement faux. Ah non? Attention, on hésite encore. On va dire que vous pensez que la réponse est faux. L'élève apprend de manière plus autonome avec le numérique. On va considérer que votre réponse est vraie. L'utilisation du numérique en classe expose à des problèmes techniques. Bon, là j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'équivoque. Hein. Voilà. Bon, on va considérer que c'est vrai. Ah, il y a quand même 3%, donc une personne qui ne le pense pas, c'est très bien. On verra si c'est vrai ou faux. Alors, le petit questionnaire est fini, et puis donc on va essayer de reprendre ensemble les réponses. Alors, évidemment, vous avez pu le constater, il s'agit des questions qui concernent les mythes liés au numérique éducatif. Pardon. Donc, en ce qui concerne la première question, alors vous avez voté à l'unanimité que c'était faux, ou que c'était vrai, pardon. La réponse est faux, parce qu'en éducation, pardon, il existe deux types. Il existe deux types d'individus, donc les individus dits natifs numériques, qui sont explicitement nés avec le numérique, et des immigrants numériques qui ont connu le bouleversement de leur pratique. Alors j'ai l'impression que dans cette salle, c'est un peu notre cas à tous. Hein. Et donc, on va dire que ces immigrants numériques ont acquis des compétences de bricolage pour s'adapter à l'évolution et au numérique. Alors que pour les plus jeunes, même s'ils sont nés avec le numérique et qu'ils ont évidemment l'habitude de taper ou d'aller sur les écrans avec leurs doigts, on s'est rendu compte que ils ne savent pas forcément maîtriser tous les outils numériques, y compris ils ne savent pas utiliser par exemple la souris, ou ils ne savent pas utiliser le clavier, ils ne savent pas enregistrer un fichier dans un dossier par exemple. Et donc à titre indicatif, il y a 43% des élèves en France qui ont un niveau de performance faible ou très faible en littératie numérique. Alors, à la deuxième question, est-ce que le numérique donc change profondément la pédagogie des enseignants et facilite les apprentissages scolaires? Donc on va considérer ça comme le numérique, comme le miracle éducatif. Hein. Et donc on se rend compte que c'est faux parce que évidemment ça va dépendre de l'usage que nous faisons du numérique. Donc le numérique est un outil et un apprentissage scolaire va demander un effort. C'est ce qu'on appelle, c'est un apprentissage secondaire, et donc ça va demander un effort, et on peut faire cet effort avec le numérique, mais le numérique ne va pas empêcher cet effort, va l'adoucir. Donc ça dépend également des tâches que l'on propose aux élèves, et donc selon Tricot, le numérique va donner des nouveaux outils et des nouveaux supports, mais sur le fond, les tâches pédagogiques vont rester les mêmes. Le numérique ne peut pas remplacer l'enseignant, alors là c'est vrai, hein. Alors, si on reste sur cette définition de la didactique, et qu'on on donne une définition comme la science des conditions spécifiques de la diffusion des connaissances,
Eh bien, autrement dit, donc, il y a du didactique quand quelqu'un fait quelque chose pour que quelqu'un d'autre apprenne. Eh bien, du coup, on va dire que l'apprentissage là est lié au contrat didactique et donc que l'enseignant va mettre l'élève en contact avec le savoir et que ce n'est pas le numérique qui va le faire, mais qui va servir d'outil peut-être d'intermédiaire pour cet apprentissage. Le numérique est écologique, alors là, à l'unanimité, vous avez dit que c'était faux, et donc c'est bien faux. Effectivement, la consommation électrique concernant le numérique représente 7% chaque année de la production mondiale, donc c'est énorme. Donc quand on regarde par exemple 1 heure de vidéo, eh bien, ça correspond à plus d'1 année de consommation d'électricité d'un frigo. Donc effectivement, il y a d'autres problèmes qui se posent également. Eh bien, il y a des problèmes de recyclage lorsque eh bien, le matériel est effectivement vieux ou que nous n'en avons plus besoin. Alors, l'élève est en autonomie face au numérique. Alors là aussi, c'est faux parce que, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a encore cette place centrale de l'enseignant. Eh bien, l'enseignant a besoin d'institutionnaliser les savoirs, de valider les savoirs, de partager avec l'élève. Et bien là, le numérique, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je vais passer rapidement, mais c'est seulement un intermédiaire, un outil qui va permettre de mettre en œuvre un apprentissage ou un enseignement. Et alors, la dernière question, c'était le numérique, eh bien, en classe, expose à des problèmes techniques. Alors, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, on y a tous été confrontés. Évidemment, quand on est en présence et qu'on essaie de mettre en œuvre tout le numérique, eh bien, il arrive que des fois, on ait des problèmes d'ordinateur ou que le matériel qui est censé diffuser le PowerPoint, par exemple, eh bien, ne fonctionne pas. Donc tout ça, ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est vrai, mais qu'il faut dédramatiser et que avec du bricolage interactif selon Kerbrat-Orecchioni, eh bien, on arrive à pallier aux ratés qui peuvent se produire en présentiel. Donc, on sait que cette frustration, elle est assez vive face au numérique, mais selon Vial, eh bien, le numérique est un artefact numérique ne peut pas vivre sans bug. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jessica. Ben là, pour le coup, on n'a pas eu trop de problèmes techniques. Ça a plutôt marché. C'était un peu notre stress là sur cette présentation. Alors du coup, avant de continuer, je vais m'autoriser une petite remarque par rapport à vos réponses. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de décalage entre ce qu'on sait d'un point de vue de la recherche et les croyances qu'on peut avoir ou les points de vue qu'on peut avoir sur ces questions. Ce qui montre vraiment que bien les acteurs de ce système doivent à tout prix s'inspirer et faire une espèce de veille, je dirais, par rapport à ce que la recherche dit sur ces questions, pour ne pas véhiculer et contribuer à des mythes qui peuvent perdurer. Et je finirai là-dessus en disant qu'on voit bien que c'est plutôt sur les questions d'enseignement et d'apprentissage qu'il y a un écart, parce que sur l'écologie, l'impact écologique, il n'y a pas eu de décalage. Sur la question des problèmes techniques non plus. Par contre, sur que sont les élèves, a priori, que savent-ils faire ou pas, est-ce que c'est une question de génération, est-ce que ça va transformer et rendre plus facile les enseignements et les apprentissages, ben là, ça fait question. Et je crois qu'on défendra encore mieux, s'il fallait le faire, le numérique en étant au fait de ses limites, de ses plus-values et des points de vigilance sur lesquels on doit s'attarder. Alors, pour continuer, finalement, on s'aperçoit que le numérique éducatif, c'est une source nouvelle pour créer des situations d'enseignement-apprentissage potentiellement intéressantes, mais sur lesquelles il faut rester prudent. Il n'y a pas de preuve scientifique à ce jour d'un intérêt supérieur du numérique par rapport à du non-numérique, par exemple. Par contre, ça rend possible des choses nouvelles. Et c'est peut-être ça qui peut nous inspirer. Concernant la formation des enseignants, cela impose justement que peu à peu, les enseignants transforment leurs pratiques et se forment à l'utilisation de ces outils. Donc une intégration du numérique qui peut être critiquée par le corps enseignant, avec peut-être un reproche sur l'idée qu'on est trop centré sur les outils au détriment d'un projet pédagogique.
Donc les TIS doivent être au service de la didactique et non l'inverse. Le projet doit induire l'utilisation des TIS et non l'inverse. Le numérique est un gain pour l'enseignant si l'on pense la manière dont les objectifs et la cohérence de l'outil par rapport au projet pédagogique. On sait aussi, il y a des travaux un petit peu anciens, puisqu'ils ont plus d'une vingtaine d'années, ont montré qu'il y avait quand même des profils, des facteurs de réussite à l'intégration des TIS. Vous voyez qu'à cette époque, on parlait de TIS et pas encore de numérique. Ces facteurs sont relatifs à l'intérêt personnel de l'enseignant pour l'informatique. C'est vrai qu'il peut y avoir chez, on va dire, les pros numériques, ceux qui sont déjà utilisateurs, plus de facilité à y croire en tout cas, et à l'utiliser. Donc des convictions de l'apport possible de l'informatique à la pédagogie. Une pertinence des outils mis à disposition. Il est évident que là aussi, vous allez voir, la question de l'outil va être de plus en plus centrale dans mon propos. On l'a vu aussi avec le confinement, la multiplication des outils, voilà, encore faut-il qu'ils soient pertinents. Leur disponibilité, on l'a vu dans la littératie numérique, la première condition, ce que j'ai dit, 3 compétences, une condition, la première condition c'est l'accessibilité, la disponibilité, et des soutiens locaux, les partenaires, l'éducation, les municipalités, la région, le département, tous ont évidemment beaucoup, influencent énormément le passage aux usages. Donc on la voit, ces facteurs ne sont valables qu'associés, évidemment, il faut les considérer simultanément, et 22 ans après, c'est toujours une difficulté. Alors pour conclure sur cette partie, et sur donc, la notion d'outils numériques, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ils ne sont pas transparents, c'est-à-dire qu'ils nécessitent nécessairement une formation et un temps d'appropriation par les usagers. Ça, c'est la première chose. Ils ne sont pas nécessairement porteurs d'efficacité, on l'a vu. C'est surtout la manière dont on va s'en servir, dont ils vont être utilisés par les enseignants et les élèves, et avec des tâches adaptées à ces outils, qu'on va pouvoir réaliser ce qui doit être pris en compte. Donc là, attention, les outils sont forcément instrumentalisés et instrumentés par des acteurs qui vont parfois détourner de leur usage premier, pour le meilleur parfois, on va développer de la créativité, on l'a vu ça pendant le confinement, les enseignants ont détourné parfois des outils de leur usage premier pour faire des choses intéressantes d'un point de vue de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais parfois aussi pour le pire. Donc même s'ils peuvent être efficaces, même s'ils sont bien utilisés, encore faut-il qu'ils soient adoptés par les usagers. Et cette question-là aussi, elle a été évoquée, il me semble, ce matin, suppose donc la nécessité de formation et d'accompagnement des usages qu'ils suscitent. Enfin, on l'a dit, ils doivent être mobilisés au service de la pédagogie et non l'inverse. J'arrive là à la troisième partie de notre présentation où on va parler un peu plus des spécificités liées à la formation des enseignants à l'INSPE, qui n'a pas été vraiment évoquée encore depuis le début de la journée. Et c'est vraiment pour ça qu'on est venu, nous, ici, devant vous, pour rappeler que la question de la formation se pose, des élèves, évidemment, mais des enseignants. Alors, très vite, il ne s'agit pas pour moi de rentrer dans le détail de ce qu'est l'INSPE, comment ça fonctionne, mais vraiment les mots-clés de cette formation qui est assez nouvelle finalement. Je passe sur les changements de nom, IUFM, SP, INSPE désormais. Le projet, depuis les SP en tout cas, est le même. Il s'agit d'articuler les apports de la recherche pour contribuer à la formation en s'appuyant sur le terrain. Donc il s'appuie sur une articulation entre les trois. Les trois sont d'égale importance et doivent faire partie du dispositif. Enseigner est un métier. Alors ça va mieux en le disant. C'est un métier qui s'apprend. Là aussi, ça va mieux en le disant. Et qui s'apprend donc à l'université et à l'INSPE, qui est une composante d'AMU. Donc une formation adossée à la recherche en éducation dans une approche interdisciplinaire. Aucune discipline scientifique ne doit ou ne peut avoir le monopole pour expliquer et éclairer les situations d'enseignement-apprentissage. Donc cette approche interdisciplinaire qui se concrétise par exemple dans la structuration de Sphère Provence, qui agrège, qui rassemble des laboratoires de neurosciences, de sociologie, de didactique, et chacun contribue à un éclairage qui permet justement d'expliquer des processus complexes. Donc cette approche interdisciplinaire, fondée donc sur la recherche en éducation,
qui va donc, à l'INSPE, permettre une articulation avec la formation et l'indispensable apport du terrain. Donc on est vraiment dans le développement d'une formation en alternance où les enseignants bénéficient de ces trois apports simultanément. Alors, le numérique occupe une place centrale dans la formation des enseignants et de plus en plus est intégré à l'ensemble des parcours de formation, quel que soit le niveau d'enseignement, qui a déjà été valorisé par la mise en place du C2I2E, puis, ça a été évoqué ce matin, la certification PIC-CEDU qui se déploie progressivement au sein des INSPE. Pour illustrer cette relation entre recherche, formation et terrain, je vais passer la parole à ma collègue Mathilde Favier, qui est chef de projet sur Empiric et qui va vous en dire un petit peu plus. On n'a pas ton diapo. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Mathilde Favier, donc chef de projet pour Empiric. Et je vais vous présenter ici ce qu'est Empiric, en relation, bien entendu, avec les enjeux du numérique à l'école. Donc, Empiric, c'est un pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation qui a été constitué en réponse à l'appel à projet du même nom, donc en 2019, et labellisé en 2020. Donc, c'est un dispositif soutenu de la même manière que le sont les territoires numériques éducatifs par les troisième programmes d'investissement d'avenir. Et nous sommes tout comme eux, nous avons tout comme eux un rôle de démonstrateur, d'où ce nom de pôle pilote. Et nous sommes financés pour une durée de 10 ans, donc jusqu'en 2030. Nous sommes 3 lauréats en France et Empiric, le dispositif donc, de notre territoire, est coordonné par Aix-Marseille Université à travers l'INSPE d'Aix-Marseille. Mais c'est un projet multipartenarial, donc avec 7 autres partenaires. Donc l'Académie Aix-Marseille, qui est un partenaire extrêmement fort, puisque notre action ne peut être menée sans la collaboration avec l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Monsieur Vincent Valéry, ici présent, le délégué académique à la formation et à l'innovation pédagogique, qui a été véritablement moteur, acteur et cheville ouvrière dans la mise en place de ce projet depuis ses premiers balbutiements. Donc merci énormément de l'implication de l'Académie et de ta personne plus particulièrement, Vincent. 2 autres universités donc, sont les universités d'Avignon et l'Université Côte d'Azur, donc une université de notre territoire sur la grande région académique. Le CNRS, également l'Association nationale pour la recherche et la technologie, qui est un partenaire important, car c'est par ou grâce à ce partenaire que nous pouvons développer des projets de recherche en partenariat avec des entreprises de l'EdTech. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-unes qui étaient présentes ici sur les stands, par exemple Foxar, c'est une entreprise avec laquelle on développe un projet de recherche partenarial. Et puis, bien entendu, Réseau Canopé, avec lequel nous travaillons sur les questions de formation, de diffusion et de valorisation des ressources produites. Donc, pourquoi Empiric ? En fait, Empiric part d'un constat qui est celui des études internationales, Teams et PISA, qui montrent qu'en fait, les élèves en France réussissent moins bien que les élèves de pays, on va dire, à niveau socio-économique comparable. Et surtout, ce qui est peut-être encore plus important, c'est que ces moyennes cachent en fait de très grandes disparités entre une élite qui réussit très très bien et puis une majorité d'élèves qui réussit moins bien. Et donc notre objectif premier, notre ADN si vous voulez, c'est véritablement de faire en sorte que les apprentissages des savoirs fondamentaux des élèves puissent être améliorés de manière durable en prenant en compte les réalités de notre territoire que sont beaucoup d'inégalités sociales et également une diversité géographique importante que rappelait Monsieur le recteur ce matin. Et donc, nous nous appuyons pour cela sur cette articulation, sur cette structuration dont parlait Patrice à l'instant, entre recherche, formation et terrain, puisqu'il est important pour nous de faire en sorte que les connaissances produites dans le cadre de la recherche puissent être intégrées au dispositif de formation et que les savoirs du terrain et les connaissances produites par le terrain et également les avancées technologiques produites dans le cadre par le biais des entreprises du monde socio-économique puissent être réinvesties et puissent contribuer à faire émerger des cercles vertueux de production de savoir et de connaissances en vue de l'amélioration des apprentissages de tous les élèves. Et donc, il y a un enjeu fort de faire en sorte que les résultats de la recherche et les avancées technologiques
notamment en termes de numérique éducatif, puissent être réinvestis pour la création de savoirs pertinents pour la pratique professionnelle et pour l'amélioration des apprentissages des élèves. Donc le pôle se décline en 5 objectifs stratégiques déclinés eux-mêmes, déclinés en autant d'actions. Donc le premier objectif concerne la transformation de la formation des enseignants et l'évolution des pratiques pédagogiques. Et donc nous travaillons bien entendu très étroitement avec l'INSPE sur les aspects de formation initiale et avec l'Académie Aix-Marseille sur les aspects de formation continue. Le second objectif concerne la mise en relation en fait et le fait d'encourager les coopérations entre le terrain et la recherche. Et nous finançons pour cela des projets de recherche collaborative, qui sont des projets de recherche qui sont co-construits et menés conjointement par des équipes pédagogiques sur le terrain et par des chercheurs, des laboratoires que nous fédérons. Un troisième objectif qui est celui d'améliorer notre connaissance des processus d'enseignement-apprentissage en lien avec les savoirs fondamentaux. Donc nous finançons des projets de recherche doctorale, des recherches postdoctorales, et depuis cette année, nous constituons également ce que nous avons appelé des équipes pilotes, qui rassemblent en fait différents acteurs, donc des chercheurs, mais aussi des enseignants, des cadres de l'éducation nationale, et dans certains cas d'autres acteurs de l'éducation, autour d'une thématique phare, pour faire en sorte de développer des actions de recherche, mais également de formation, pour œuvrer à cette structuration dont nous parlions tout à l'heure. Un quatrième objectif qui est celui de coproduire des outils et des ressources pédagogiques qui puissent améliorer les apprentissages des élèves. Donc c'est cet objectif et cette action que nous coportons avec la NRT, et c'est dans ce cadre que nous développons ces projets de recherche partenariale avec une véritable responsabilité d'évaluer en fait les ressources produites, puisque l'idée ce n'est pas du tout de déployer des ressources qui pourraient être contre-productives, et donc on a un vrai rôle d'expérimentation et de validation dans le cadre de ces projets de recherche des ressources qui peuvent y être développées. Et donc un cinquième objectif qui est celui de diffuser et de valoriser à la fois les ressources mais également les savoirs et les connaissances produites dans le cadre du pôle. Donc bien entendu, les enjeux du numérique éducatif sont transverses à l'ensemble de ces actions, puisqu'on les retrouve dans les actions de formation, de recherche et de diffusion et de valorisation. Donc dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, et de ce que la recherche nous montre et nous dit sur l'usage du numérique à l'école, nous savons que donc, les outils numériques n'ont pas véritablement de valeur intrinsèque et qu'il faut donc qu'ils soient encadrés pédagogiquement, et qu'il y a là donc, une nécessité de former et d'accompagner les enseignants dans leur usage du numérique pour en faciliter l'appropriation et également pour développer un usage responsable du numérique. Donc que fait Empirique dans ce cadre et dans ce contexte ? Donc tout d'abord, la première idée est de venir renforcer, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais de venir renforcer les dispositifs de formation initiale et de formation continue en consolidant les liens avec les productions scientifiques d'un côté et les productions de ressources pédagogiques de l'autre. Donc en travaillant étroitement avec l'INSPE pour les dispositifs de formation initiale et puis la DAFIP et le plan français et le plan maths par le biais de l'académie pour les dispositifs de formation continue. Nous mettons en place également chaque année un cycle de séminaires qui, en fait, c'est des séminaires qui sont organisés en 3 temps, donc qui donnent à voir des projets que nous soutenons dans le cadre du pôle et qui mettent en perspective en fait ces projets avec ce que dit la recherche de la thématique de l'objet exploité dans le projet, et puis qui permettent après un espace de débat et d'échange sur les thématiques développées. Et donc participent à ces séminaires des chercheurs, mais également des enseignants, des étudiants. D'ailleurs, ce cycle de séminaire est inscrit au plan académique de formation. Et on a pu constater, donc cette année, nous avons choisi une entrée par apprentissage. Donc on a fait des séminaires sur chaque apprentissage fondamental, lire, écrire, compter, raisonner, respecter autrui. Et ce qu'on a pu constater, c'est que la question du numérique revient systématiquement dans les débats, et notamment la question de la plus-value de l'outil numérique. Donc on voit bien que c'est une réelle préoccupation, voire même une inquiétude parfois, notamment au niveau des étudiants, et donc à laquelle il faut que nous puissions développer des connaissances pour pouvoir répondre à ces préoccupations.
J'en profite pour dire, je ne l'ai pas indiqué sur le slide, mais nous organisons également le 8 juin une journée scientifique et de restitution de ressources à l'INSPE d'Aix-Marseille, en présence de Pierre Dillenbourg, dont certains d'entre vous auront peut-être entendu parler, qui travaille sur justement les interactions homme-machine. Donc c'est un événement public auquel vous pouvez bien entendu vous inscrire. Ce que nous dit la recherche également, et c'est un aspect sur lequel nous sommes très attentifs, c'est qu'en fait la contrainte de la manière d'apprendre est déplacer des enseignants vers les élèves dans un contexte de numérique éducatif, alors plus particulièrement quand il s'agit d'apprentissage à distance, mais pas seulement. Et donc cela induit une fragilité accrue des élèves les plus en difficulté, qui sont moins en capacité d'autorégulation ou de vigilance épistémique dans leur usage du numérique. Et donc, cela nous questionne sur les éléments de pédagogie différenciée qu'il faut mettre en œuvre dans l'usage du numérique, enfin dans la formation des enseignants et dans l'usage du numérique. Et donc, nous travaillons actuellement à la mise en place de modules de formation spécifiques à ces thématiques. Donc, dans les apprentissages maintenant, comment faire en sorte, Madame Missière parlait ce matin de notre responsabilité d'à la fois protéger les élèves, mais de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux différentes opportunités que le numérique éducatif, les outils numériques peuvent leur offrir. Donc, comment faire en sorte d'enseigner ou de développer cet usage critique du numérique chez les élèves. Donc, il y a un rapport, le rapport de la commission Brunner qui est sorti récemment, qui est intitulé « Les Lumières à l'ère du numérique », qui fait tout un tas de recommandations à ce sujet, qui est un rapport vraiment extrêmement intéressant. Je vous en recommande la lecture au passage. Et qui traite pour son dernier chapitre exclusivement sur justement le développement de l'éducation à la pensée critique, à l'esprit critique et à l'éducation aux médias, aux informations. Et donc, il fait tout un tas de recommandations en lien avec ces questions-là. Et notamment, il souligne l'importance de développer la vigilance cognitive et la pensée analytique chez les élèves dès le plus jeune âge pour faire face aux enjeux sociétaux que nous connaissons, que sont le rapport à l'information, la défiance des institutions, les problématiques liées au débat démocratique que l'information, la désinformation peuvent causer. Et donc, l'une de ces équipes pilotes dont je parlais tout à l'heure, qui est en train de se constituer actuellement, va répondre plus spécifiquement à ces recommandations, enfin va tenter de répondre tout du moins plus spécifiquement à ces recommandations, puisque c'est une équipe qui va s'attacher à travailler sur les questions de citoyenneté numérique et d'éducation à la pensée critique, pour tenter à la fois de contribuer à la systémisation de la formation à l'esprit critique dès l'école primaire, à créer de la cohésion là où les initiatives sont plutôt disparates, c'est en tout cas les conclusions du rapport, à développer la recherche autour des questions d'information, de désinformation, de citoyenneté numérique, mais aussi à développer des moyens d'évaluer les méthodes efficaces pour développer cette pensée critique chez les élèves dès le plus jeune âge, et donc à produire des ressources pédagogiques et des dispositifs de formation qui viendraient en soutien à l'éducation pour la pensée critique et l'EMI, l'éducation aux médias, aux informations. Donc pour terminer, puisque notre action concerne quand même principalement des projets de recherche, qui peuvent être des projets de recherche donc collaboratifs, fondamentaux ou partenariales. Donc là, je vous ai cité donc quelques exemples de projets que nous soutenons dans le cadre du pôle. Je ne vais pas les passer tous en revue, on pourra y revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Mais on voit bien que, quel que soit, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quel que soit le type de recherche soutenue, qu'elle soit collaborative, bon, partenariale, n'en parlons pas puisque c'est mené conjointement avec des entreprises de la tech, mais il y a de plus en plus de projets de recherche qui traitent des enjeux du numérique, qui parlent, qui testent des outils pour l'amélioration des apprentissages. Et donc nous nous devons à ce titre d'avoir une vigilance éthique accrue, puisque bien entendu ça soulève tout un tas de questionnements, notamment par exemple sur la confusion croissante entre les mondes réels et virtuels. Donc on pourra y revenir également si vous le souhaitez tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, pour conclure notre propos, en conclusion et en ouverture peut-être sur les discussions, je voudrais noter qu'effectivement, on l'a vu avec la pandémie dernièrement,
et on espère en sortir. Hein. Si les usages numériques se sont multipliés, enseignement à distance, hybride, comodal, et classe inversée et autres, et de ce point de vue d'ailleurs, cette expérience est traduite par une accélération des pratiques, cela ne s'est pas fait sans difficulté. Lorsque ces choix ne sont plus des choix pédagogiques, mais contraints par un contexte sanitaire, eh bien, ça pose énormément de difficultés de moyens, de maîtrise des outils, de production de ressources, de conception de situations d'enseignement-apprentissage incluant ces dispositifs. Et si nous n'avons pas attendu la pandémie, évidemment, pour prendre conscience de ces enjeux, notamment dans le cadre de la formation des enseignants, nous avons désormais, nous le pensons, de bonnes raisons pour un passage à l'échelle, hein, pour capitaliser ces usages qui ont été développés en phase contrainte de la pandémie, pour qu'ils perdurent lorsqu'on a des preuves qu'ils vont servir à la fois le travail de l'enseignant, faciliter le travail de l'enseignant, et en même temps faciliter les acquisitions des élèves, les apprentissages. Trouver l'équilibre entre le gain pour l'enseignant et le gain pour l'élève. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Alors, on a un petit moment qui va être bref, hein, parce qu'il faut qu'on tienne vraiment l'après-midi de questions. Sur le retour donc numérique, en fait, il n'y a pas de questions. Ceci dit, je ne doute pas qu'elles existent dans la salle. Donc, on va peut-être voir si on ne peut pas passer en direct, en fait. Est-ce qu'éventuellement, donc, quelqu'un aurait une réaction, une question? Bon, ben on va gagner. Alors, peut-être pour conclure, hein, c'est donc le TNE, c'est un grand projet, hein, avec un nombre d'acteurs assez faramineux, hein, certains qui représentent l'État, d'autres les collectivités. Donc, on a eu maintenant le point de vue de la recherche. Donc, si on doit résumer, donc votre point de vue dans cette affaire, hein, c'est un point de vue technophile, c'est un point de vue technolâtre, c'est autre chose? Bon, je tends une perche énorme, mais comment définir le point de vue effectivement de la recherche? Parce que moi, j'ai été assez effectivement interpellé par la prudence et le regard scientifique. Je pense qu'il ne faut pas être aussi manichéen que ça. Hein. Je pense qu'il y a, je pense que la recherche dit, c'est qu'il y a des intérêts à certains outils, mais qu'il faut que ce soit testé, expérimenté, validé déjà dans une démarche scientifique, et puis que c'est pas l'outil en lui-même qui présente une valeur, et que c'est vraiment la manière dont il est utilisé, à la fois dans le cadre d'un enseignement, donc dans le cadre de la pédagogie, du geste pédagogique de l'enseignant, et à la fois la manière dont il est appréhendé et approprié par l'élève. Et selon les élèves, tous les élèves, selon leur niveau de difficulté scolaire, ne vont pas non plus s'approprier tous les mêmes outils de la même façon. Donc il y a une véritable vigilance à avoir. Je pense que c'est ça que nous dit la recherche, qu'il y a une véritable vigilance à avoir sur l'usage du numérique. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus d'intérêt à faire en sorte de développer son usage de manière contrôlée. Tout à fait. Donc le recul de la recherche permet de faire ça. Oui, je pourrais rajouter aussi, je ne sais pas s'il fonctionne. Oui, je pourrais rajouter aussi que ce n'est pas nouveau avec le numérique. Si tant est qu'on ait prouvé l'efficacité d'une ingénierie pédagogique, même s'il n'y a pas de numérique, à partir du moment où elle doit être déployée par différents acteurs, ça va donner lieu à des enseignements qui vont varier. Il y a énormément de variables qui jouent sur l'efficacité d'un enseignement et d'un apprentissage. Alors, le numérique n'est pas nouveau de ce point de vue. Sauf qu'avec le numérique, il peut y avoir une illusion de facilité, une illusion un effet waouh. Voilà, il y a du numérique, on sait que les élèves, pendant un certain temps, vont être attirés peut-être, ou alors des enseignants qui y croient profondément. Mais ça ne suffit pas sur la durée. Et donc, la recherche est à la recherche de preuves scientifiques de l'efficacité, mais c'est le passage à l'échelle, c'est la généralisation qui reste très difficile, notamment par rapport au fait qu'il y a une appropriation qui est personnelle. Et justement, je pense que c'est là que les deux dispositifs, que sont TNE et empirique, peuvent vraiment collaborer, puisque nous, on développe des initiatives au niveau de la recherche, mais après, pour pouvoir tester dans les classes, véritablement, comment les acteurs s'emparent de ce qu'on a pu développer à petite échelle, la collaboration avec le territoire est extrêmement importante. Et donc, charge à nous de pouvoir collaborer sur le déploiement d'expérimentation et de ressources. Et je pense que là, il y a pas mal de choses à imaginer en concertation avec
avec les acteurs ici présents. C'est ça. Et charge aux collègues aussi de vous recevoir dans les classes et les établissements pour pouvoir mener ces projets. Oui, avec une idée un petit peu, alors qui n'est pas nouvelle dans la recherche, mais l'idée de vraiment associer les enseignants, le terrain, comme on dit, hein, j'aime pas trop ce mot, mais même si on l'emploie, les parents, les élèves, les enseignants, avec les chercheurs, pour problématiser ensemble et trouver et construire des solutions ensemble. Je finis juste sur ça, dans le cadre de projets Sphère d'AFIP, qui sont un peu un laboratoire d'empirique, hein, quelque part, on a déjà expérimenté avec Marseille cette relation, et on a vu qu'il fallait expliquer le rôle des uns et des autres, créer un monde commun pour qu'on se comprenne et qu'on construise ensemble des solutions. Encore une fois, la difficulté, c'est les solutions construites dans un contexte local d'un établissement. C'est pas toujours facile de les transférer à d'autres établissements où tout n'est pas égal par ailleurs et il y a d'autres variables qui vont influencer le résultat. Bien, écoutez, on va laisser la place au prochain conférencier. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces interventions. Merci. Merci.